cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Avant ce nouvel épisode, ce message court et important, alors que ce nouvel été sur Zétéo est très bien engagé, avec des épisodes qui mettent en lumière des témoins magnifiques que vous appréciez, l'audience est en augmentation cette année, à un rythme encore plus fort que l'année passée, qui marquait pourtant des records, alors que nous sommes déjà à notre 6e année d'activité. L'été est toujours une période particulière pour Zétéo, qui ne part pas en vacances ni en juillet ni en août, et qui continue de diffuser chaque semaine un nouvel épisode, justement parce que c'est toujours un temps d'écoute très fort pour ceux qui partent en vacances ou ceux qui en profitent pour prendre du recul, se ressourcer spirituellement, humainement, une période particulière aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls et qui n'ont pas la chance d'être en compagnie de leurs proches, pour qui notre podcast apporte la consolation et la présence de ces si beaux témoins. Une période particulière encore, parce qu'elle correspond à une baisse des dons au moment où nous ne diminuons pas notre effort et où nous continuons à diffuser des épisodes entièrement gratuits d'accès. Cette baisse est telle qu'elle peut nous faire mal. D'où cet appel aux dons particulièrement important pour nous permettre de traverser cet été et de continuer de vous présenter les très beaux témoignages qui sont à venir, comme la totalité des 340 épisodes de Zétéo qui sont disponibles en ligne et que nous diffusons depuis notre création et sans aucune interruption, sans pause ni rediffusion d'épisodes anciens. Cette année n'est évidente pour personne, elle est difficile pour beaucoup, elle est tourmentée, les nuages qui se font plus rares en été ne disparaissent pas pour autant, l'avenir semble inquiétant, mais nous faisons le pari de la confiance, celui du bien qui finit toujours par l'emporter, qui surmonte les menaces qui pèsent sur tous, qui nous permet de passer les caps comme celui de cet été pour nous. Avec vous, avec le don de ceux qui le peuvent, nous avons confiance que la bienveillance divine, qui est infinie et qui ne demande qu'à être sollicitée, saura susciter des donateurs parmi vous. Je finis ce message en remerciant ceux qui vont répondre dès aujourd'hui à cet appel par un don, comme ceux qui ont fait un don à Zétéo récemment ou moins récemment. Peu importe son montant, chaque geste compte, nous ne recevons jamais trop, juste de quoi couvrir les frais passés, rarement les frais à venir dès le lendemain. D'où cet appel inhabituel en cette année assez inhabituelle, un appel en confiance et en accueillant ce qui vient avec le cœur et les mains ouvertes. Je formule le vœu que nous traversions cet été ensemble, dans cette si belle communauté formée par les témoins, les auditeurs qui partagent si souvent les épisodes autour d'eux, et les donateurs de Zétéo sans qui nous ne pourrions pas exister. J'en fais l'expérience tous les jours. Ensemble, nous contribuons à apporter une vraie lumière de guérison, d'espérance et d'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui une aventure, celle de la découverte de la beauté et de la sacralité du corps humain. Pour cela, je suis très heureux de vous proposer la rencontre avec une femme passionnée, passionnante, qui a cette vision passionnante à nous transmettre. Caroline Iguès, bonjour. Bonjour Guillaume. Caroline Iguès, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venue de votre sud-ouest jusqu'à Paris, où il fait sans doute plus chaud et plus lourd qu'en ce moment près d'Arcachon, d'où vous venez. Un petit peu plus chaud, Un petit peu, oui. il y a moins d'air. Alors, Caroline Iguès, cette vision du corps humain, elle pourrait nous venir d'un artiste, c'est ce que je me disais en préparant cette émission, elle pourrait nous venir d'un artiste, d'un visionnaire, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un poète. Et non, là, dans votre cas, elle va nous venir et vous allez nous parler du corps comme on l'a encore jamais fait pour Zétéo, dans son sens le plus littéral, le plus propre, puisque vous êtes médecin. Tout à fait, oui. Vous êtes médecin radiologue, vous avez consacré votre carrière médicale, vous pratiquez toujours à la contemplation du corps humain, on peut dire ça comme ça ? Absolument, absolument. Alors, vous êtes devenu médecin par vocation, vous aviez toujours eu envie d'être médecin ? Alors, il y a eu plusieurs petits cailloux sur ce chemin-là et je me suis souvent posé la question. Non, c'était pas une vocation depuis petite. Je veux être médecin, je veux soigner. Je ne soignais pas mes poupées, par exemple. J'étais toujours entourée de poupées, oui, et qui étaient des enfants. Je me projetais comme une maman d'enfants plutôt. Vous avez une maman de 4 enfants ? 4 enfants, oui, 2 filles, 2 garçons. Mais pas médecin. En revanche, je me souviens d'un
coup de foudre que j'ai eu quand je me suis intéressée, c'était en 3e, à l'anatomie du cœur. Tiens, on commence. Exactement. Et ça me fait sourire aujourd'hui où je le replace dans un schéma un petit peu différent que de la pure anatomie, on va dire, de la pure science. Mais c'est vrai que le cœur a été sur le chemin de ma vocation. Ouais. Alors, Bac plus 13 ? Oui. C'est quand même impressionnant. Il n'y a pas de formation aussi longue dans d'autres professions que celle-ci. Alors, honnêtement, je ne les ai pas vus passer. Donc, plus 13, c'est quand je compte, mais ça a été comme un claquement de doigts. Parce que justement... Parce que vous êtes passionné. Oh oui, ça a été un émerveillement de la première année, surtout de la seconde, mais déjà la première année, puisque c'est en première année, à la Pitié-Salpêtrière, qu'on apprenait l'embryologie. Et alors, là... Et donc, 13 années de formation. Oui. Et là, dès le début, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans les hôpitaux et vous essayez toutes les spécialités. Exactement. Sans savoir au début laquelle peut-être vous appellera le plus. Absolument, sans savoir, et chacune m'émerveillait, et je terminais un stage et je disais à mes parents, ça y est, je sais, je veux être ça. Non, ça y est, je sais, je veux être ça. Donc bon, c'était d'émerveillement en émerveillement. Oui, vous êtes une émerveillée en fait. Oui. Ça se voit sur votre visage. C'est ça. Je fais partie des ravis de la crèche. De la crèche du corps humain. Là, il s'agira plutôt de ça, de ce temple, plutôt qu'une crèche. Mais enfin, la crèche est un temple aussi, donc ça ne me dérange pas. Oui, je suis vraiment émerveillée. Et vous dites, lorsque vous commencez à la Salpêtrière, vous dites, moi, en fait, je suis tombée amoureuse du fonctionnement du corps humain. Vous avez l'impression, en voyant ce corps humain fonctionner, que c'est un miracle permanent. Que c'est un miracle permanent. Et surtout, ce sentiment que... on a besoin, l'envie de le dire, de le clamer, un petit peu comme vous savez, cette histoire de ce fou qui est assis sur un trésor, sur un coffre plein d'or et plein de bijoux, et puis qui pleure parce que sa vie n'est pas, enfin, et bien là, on s'aperçoit qu'on est assis sur ce trésor-là, on a juste envie, mais regardez comment ça fonctionne. C'est voilà. Et alors vous vous passionnez pour, par exemple, l'appareil digestif, l'appareil urinaire. Oui. Vous vous passionnez, vous tombez presque amoureuse de toutes ces fonctions du corps en vous disant mais c'est absolument merveilleux. Oui, absolument. Pourquoi ? Merveilleux. Parce que quand on s'intéresse, quand on va du plus grand au plus petit, donc le corps, l'organe, le fonctionnement, la physiologie, la cellule, on va de merveille en merveille et on se rend compte que on voudrait le fabriquer de nos mains, ce serait impossible dans cette perfection-là. C'est ça, c'est de me dire, mais on n'est même pas conscient que ce corps-là nous est donné en cadeau. Il y a une intelligence, mais qui est plus encore que de l'intelligence, c'est de me dire que si j'avais le cerveau aussi talentueux que mon rein, mon foie, mon tube digestif, mais je serais... Et puis c'est beau aussi. Moi, l'autre jour, je voyais la photo d'un robot qui avait fait un marathon. Alors évidemment, bientôt, on va faire des progrès extraordinaires dans les robots. Ils ressembleront vraiment aux hommes. Mais là, celui-là, je me disais, il est quand même mal gaulé par rapport à un athlète. C'est quand même tellement disgracieux. Et vous dites, c'est beau, toutes ces fonctions organiques que vous voyez sont belles. Oui, c'est beau. C'est absolument beau, et quand on sensibilise le patient à ça, on s'aperçoit que les patients qui sont là non seulement ont besoin, mais ils aiment qu'on leur dise regardez. Ils n'en ont pas conscience. Non, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience, mais je pense que le patient, quand il arrive d'abord, il a peur. Il est là pour qu'on lui dise que ça va bien, ou en tout cas qu'il va s'en sortir. Donc c'est pas la même. Il vient pas pour se dire tiens, je vais faire une photo de moi. Non, c'est pas ça. Mais donc il est pas dans cette démarche-là. Souvent, il vous regarde vous sans regarder l'écran. Et je pense à l'échographie notamment. Et moi, j'aime bien. Je tourne l'écran vers les patients. Je dis regardez, c'est votre foie, c'est votre vésicule biliaire, et de voir mon émerveillement, ils se disent tout à coup mais oui. Et là, il y a quelques questions parfois, surtout les enfants. Alors, les enfants sont passionnés. Si vous leur montrez, ils sont passionnés. Ils écoutent, ils posent des questions.
Les adultes un peu moins, mais... Mais vous savez peut-être éveiller leur intérêt et leur étonnement même. Oui, et leur étonnement. Et dans une démarche de diagnostic, surtout quand le diagnostic, il y a une annonce à faire, c'est important. Parce que, bien sûr, on va montrer la chose qui va devoir être traitée, mais j'aime bien toujours terminer sur quelque chose qui fonctionne. Donc, si je tombe sur, je ne sais pas, une tumeur du foie, du pancréas, je dis, regardez, les reins, vous avez des reins qui sont de taille normale, qui fonctionnent bien. Les reins vont vous soutenir jusqu'au bout du traitement. Et ça, c'est important. Et de voir le rein, plutôt que de voir le truc où là, il y avait du noir ou quelque chose, et puis des vaisseaux dedans en Doppler. Donc, c'était pas bon signe. On termine sur quelque chose de positif, qui est à eux, qui est dans leur corps, qui va fonctionner, qui va les aider. Alors, on va faire un peu ce voyage ensemble, ce voyage un peu à l'intérieur de nos corps. C'est assez étonnant. Caroline Higues, vous êtes donc forcément passée par l'étape du stage de radiographie. Oui, alors... Et c'est là où vous avez une révélation. C'est un coup de foudre. Ça a été totalement un hasard. Ça a été un hasard parce que quand vous êtes à l'hôpital et puis que vous suivez le patron et puis tous les sachants... Tous les grands pontes. Les mandarins. Voilà, c'est ça. Et que vous êtes derrière, vous êtes le petit externe et puis vous suivez avec votre petit dossier et puis en essayant de répondre bien aux questions. La première chose qui se passe quand on arrive dans une chambre, c'est on ouvre, à l'époque c'était des radios, on ouvrait la pochette Kraft, on sortait la radio du poumon et clac, on la claquait sur le négatoscope. Et là, silence. Tout le monde regarde, en opinant du chef. Et moi, je voyais rien. Je voyais une tache blanche, le cœur, dans du noir. Mais dans ce noir-là, aucune information. On parlait de syndrome interstitiel, de syndrome alvéolaire, de petites lignes de Kerley, je ne voyais rien. Et la première fois que j'ai commencé la radiologie, le premier stage, c'était simplement pour savoir interpréter une radio du poumon et ne pas être obligé de chercher le petit mot au fond de la pochette Kraft qui allait me donner le diagnostic, mais peut-être le voir moi-même. C'est une photo, je suis capable de voir ce qu'il y a sur une photo. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est le coup de foudre, l'échographie, oui, notamment. Et pas... Voilà. Pour l'échographie, et la première fois que j'ai posé la sonde sur un ventre, et c'est pas un hasard, c'était sur un pancréas. Le pancréas, le toute chair. La chair de la chair, comme vous me l'avez dit quand on a préparé l'émission. Oui, c'est la traduction en grec. Ah d'accord, je ne savais pas. Oui. Pancréos, ça veut dire toute chair. Créos, c'est toute la racine qui donne pancréas. Et Dieu sait que c'est un organe fragile aujourd'hui. Oui. On en parle tellement. Fragile et puissant. Parce que c'est vraiment au niveau de la symbolique un organe où s'accomplissent les énergies. C'est là où est fabriquée l'insuline. Donc, vous fabriquez vos ressources et vous stockez le glucose grâce à l'insuline. Donc, c'est vraiment... Et puis, j'allais dire, la signification aussi... Mais ça, c'est aussi... ça. Vous me parliez de la jeunesse de mon choix de la médecine. Je pense que mon père n'y est pas étranger. Pourquoi ? Parce qu'il est professeur de yoga. Parmi plusieurs professions, il est professeur de yoga. Et que là, c'était le chakra, un chakra très important. À cet Manipura, oui, un centre d'énergie vraiment et qui correspond au plexus solaire. Donc il y avait quelque chose de solaire, de soleil, de toute chair. J'aurais jamais pensé que le pancréas était à cet endroit-là. Oui, exactement. Il est central à cet endroit-là. Et c'est un organe qui est clé, qui est à la fois émotionnel, à la fois fonctionnel. Il est incroyable, ce pancréas. Et c'était ça, mon coup de foudre. Et alors, vous dites, vous avez une réaction complètement ébahie. Ah oui. Qui suscite. Alors, les patients, ils s'inquiètent en se disant... Les patients s'inquiètent. Zut, alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que eux voient mes yeux. Et je suis là comme un poisson hors de l'eau avec la bouche ouverte et les yeux tout ronds, en train de me dire, mais j'arrive à voir à l'intérieur de ce corps en rien n'ouvrant. Le ventre est là, la peau est là, tout est net, sans effusion de sang, et je vois à l'intérieur. Et je mets de la couleur et je vois les vaisseaux. Et cet organe qui ne parle pas, qui ne dit rien et qui fonctionne parfaitement. Et vous dites qu'il est visuellement fascinant. Oui. Et que c'est à nouveau un émerveillement. Un émerveillement, oui, cette forme de croissant de lune. Depuis toujours, vous avez depuis toujours.
Je commence d'ailleurs toujours par mon échographie, par la région du pancréas. Je ne sais pas si c'est... Tiens, vous m'y faites penser, je n'ai jamais fait attention, mais c'est vrai que je commence toujours avec la sonde au milieu, et sur le pancréas. Et ensuite, je dévie en rayon de soleil autour pour atteindre tous les organes. Même si ce n'était pas l'organe qui devait être... Ah oui, même si ce n'est pas la question posée au départ. De toute façon, on regarde tout, mais c'est vrai que je commence par ce centre-là. Et c'est là que vous vous décidez alors de devenir radiologue? Oui, parce que, ayant été fascinée par toutes les spécialités, j'avais fini par me dire, je vais faire de la médecine interne. Finalement, la médecine interne, c'est la super médecine générale. Et puis, il y avait quelque chose qui me passionnait. J'étais passée dans le service du professeur Godot à l'époque, qui avait écrit sa Bible à lui. Oui, c'est une Bible Godot aussi. Pas en attendant Godot, mais c'est le Godot. Le Godot qui est la Bible de la médecine interne. Et puis, j'étais fascinée par cette discipline qui était justement une espèce de puzzle avec toutes les pièces de puzzle qui étaient tous les appareils. Donc, je me suis dit, médecine interne, c'est parfait. Mais radiologie, c'est parfait aussi, parce que tu peux être radiologue de tous ces appareils-là. Finalement, tu peux tout voir en regardant un scanner du haut en bas, en regardant une échographie de haut en bas. Donc, il y avait quelque chose qui était rassembleur de toutes mes passions, finalement, dans cette imagerie. Et vous dites des choses, vous décrivez les choses quand on a préparé cette émission. C'est absolument... j'avais jamais entendu parler du corps comme ça. Vous parlez de cette merveille de voir les organes en bonne entente, dans cette harmonie, cette entraide, ce bon fonctionnement, cet équilibre. Absolument. Alors ça, c'est après... je dirais que avec l'approche un peu du yoga et probablement de la distribution des chakras, etc., je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre un petit peu d'une harmonie entre un étage et un autre. Mais là, de voir tous ces organes tous ensemble, bien plus tard, quand je me suis intéressée au Tao et au corps taoïste, je me suis dit, mais finalement, ils ont bien raison dans ce Tao de comparer le corps à un monde dans lequel il y a plein de pays, et c'est très poétique, certes, mais le corps, c'est ça, il y a plein de pays, et ils sont tous en bonne entente, en bon fonctionnement les uns avec les autres. Je me dis, mais c'est formidable, si le monde était comme ça, il n'y aurait jamais de guerre. Et en plus, vous dites, eux, ils fonctionnent jour et nuit, ils fonctionnent tout le temps. Jour et nuit, tout le temps, et ça, c'est ça aussi Nous, on a le droit d'aller se reposer, mais eux, non. Eux, non. Et beaucoup de choses se passent pendant la nuit, ne serait-ce que la digestion, justement, passer de l'inaccompli à l'accompli, de stocker les énergies, etc. C'est pendant la nuit. Il s'y passe beaucoup de choses, et c'est effectivement fascinant. Et ça, donc, vous avez cette flamme, ce feu, vous voulez partager ça aux patients. Oui. Notamment en leur posant des questions, en dire, mais est-ce que vous savez votre organe, est-ce que vous vous voyez de l'intérieur, il est comment, où est-ce qu'il est déjà? La plupart du temps, nous-mêmes, on ne saurait pas très bien où sont les choses. Exactement. Parfois, je leur dis, tiens, voilà, où est-ce que vous imaginiez tel organe? C'est assez amusant, et la rencontre du patient avec lui-même. Moi, je trouve ça assez amusant aujourd'hui, parce que finalement, on voit partout des gens qui sont fascinés par leur téléphone, par leur extérieur, mais retournez-vous vers l'intérieur, tournez le bouton vers l'intérieur, vous allez voir que c'est fascinant, et c'est vous, et ça fonctionne tout le temps. Alors c'est amusant parce que justement, papa m'a donné tout le temps beaucoup de petites ficelles pour essayer de méditer. Je suis une très très mauvaise élève en méditation. Vous me rassurez, on n'est pas seul. C'est très difficile pour moi, ça fonctionne trop vite. Mais j'ai trouvé une petite porte récemment. Je me dis, allez, tu t'installes et tu penses à ton rein gauche. Et je l'imagine. Et je le vois. En échographie, en scanographie, en IRM, avec couleur, sans couleur, simplement le voir. Et j'essaie de le sentir, de me dire, bon voilà, je le sens pas, c'est formidable, en plus il est discret, ils sont discrets, ils bossent et ils sont discrets, aucun raffut.
Mais ça, c'est une méthode de méditation, justement, de descendre dans toutes les parties de son corps voilà, et de les visualiser. Voilà. Moi, je le fais via finalement le portail de l'imagerie, mais c'est effectivement, vous avez raison, c'est ça. Alors ça, j'y arrive, mais les autres méthodes, j'ai plus de mal. Vous parlez, Carole, vous n'hésitez pas de parler de faire une sorte de déplacement de la conscience pour recevoir ce cadeau formidable qu'on a tous reçu, c'est notre corps. Oui, et c'est même beaucoup plus que ça, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ce corps est à la fois le cadeau et à la fois le chemin. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à par d'autres portes, quand on s'intéresse au corps humain par d'autres portes, que ce soit justement, moi je parlais du corps taoïste, mais ça peut être la Kabbale, l'arbre de la connaissance. Ça peut être l'arbre de la Kundalini, qui est copié-collé avec notre caducée. C'est quand même, faut le faire. On en reparlera. Ça, c'est incroyable. Quand on compare certaines traditions, et notamment, c'est vrai que j'ai réécouté récemment avec grand plaisir votre émission sur le 5e rêve. Et avec Patrice Van Hersel. Oui, j'ai fait l'inventaire de ces 5, mais c'est exactement, vous pouvez le placer dans l'arbre des séphirotes, vous avez les points clés des passages, justement des os, sauf que là c'est l'inverse, des os jusque au rien, qui en hébreu haïn le rien, c'est le tout, c'est Dieu. Donc c'est formidable. Je le revois bientôt, je lui dirai. Ah oui, c'est incroyable. J'ai écouté ça et je me suis dit, et ça me fascine. Ce qui me fascine, c'est cette intelligence commune, traditionnelle, ancestrale, qui est véhiculée. Alors, dans notre chair, on l'a sous notre peau, mais on l'a aussi dans des messages, dans le verbe, puisque ces traditions, c'est du verbe, c'est de la parole. On l'a dans des contes, on l'a dans des mythes. Et finalement, tout est pour réactualiser, pour nous rappeler ce sacré en nous. Il est là. À nous, à partir du corps, de le savoir. C'est déjà incarné. Oui, c'est ça. Les patients, quand Carole, vous essayez de les accompagner pour qu'ils découvrent leur corps, pour qu'ils situent tel et tel organe, est-ce que il y a des parties du corps, même quand on est bien portant ou mal portant, qu'on préfère à d'autres? En tant que médecin? En tant qu'homme et femme, en tant que nous tous. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des parties du corps dont on a peur et des parties du corps dont on a moins peur et qui sont peut-être des portes d'entrée? Oui, ça vous avez tout à fait raison, et c'est bien sûr impacté par ce qu'on a connu dans notre histoire personnelle d'un grand-père qui est décédé, je ne sais pas, d'un cancer du poumon ou d'un cancer du pancréas. Ce fameux cancer du sein, on pourra y retourner aussi, on pourra y revenir parce que ça fait partie, d'abord, c'est une grande partie de mon travail, et sur le plan en tant que médecin, et aussi peut-être un peu sur le plan ontologique, il faut dire les mots de sa signification. Mais oui, il y a certains organes qui font plus peur que d'autres. C'est vrai, on pense pas souvent au rein. Moi, je trouve que le rein, c'est souvent un oublié. Alors que c'est incroyable quand on voit, on passe en néphrologie, puis on voit cet organe qui fait 10 cm, qui est remplacé par une machine pour permettre l'épuration extra-rénale, qui est aussi grosse qu'une machine à laver. Une machine à laver pour un organe qui est comme un haricot de 10 cm. Vous vous rendez compte la beauté. Mais celui-là, c'est vrai, c'est peut-être une porte qui... Et puis, c'est... Une porte ignorée. Une porte ignorée. Et puis et les portes qu'on utilise alors? Alors, il y a des choses que les patients reconnaissent volontiers, comme la vésicule biliaire. C'est vrai, la vésicule biliaire. J'avais jamais pensé. Oui, parce que comme c'est du liquide, donc quand vous êtes en échographie, elle apparaît comme une poire toute noire. Donc ça, on la repère bien. Et puis donc là, on peut discuter. On dit tiens, mais oui, mais alors finalement, à quoi ça sert, et pourquoi un caillou dedans, et qu'est-ce que donc c'est souvent. Et puis ça, dans l'esprit des patients, c'est jamais trop méchant. Bon, il peut y avoir des choses méchantes, mais on va pas, on ne parle pas de, voilà. En général, est-ce que vous pensez que nous connaissons bien le fonctionnement de notre corps et que nous savons situer les organes, ou qu'on est plutôt mauvais dedans, dans ce sujet-là?
Eh bien, écoutez, Guillaume, finalement, j'en sais rien. Parce que je m'amuse souvent avec les patients quand j'ai le temps, d'abord, parce que de plus en plus, enfin, on a de moins en moins de temps, parce qu'il y a de plus en plus de travail, ça c'est normal. On est moins nombreux, comme médecins en France et partout. Mais quand j'ai un peu de temps, je pose la question, je suis surprise. Mais ça, j'en sais rien, parce que moi, ça m'a toujours fascinée. Ça m'a fascinée en tant qu'être vivant et aussi en tant que médecin. Et les deux sont liés, bien sûr, mais ça me semble incroyable de ne pas s'intéresser à ça. Mais quelque part, quand les patients sont gênés et puis disent « mais vous savez, finalement, moi, j'en sais rien », et puis presque coupable, je leur dis souvent « vous savez, moi, vous m'ouvrez un coffre de ma voiture, vous me la désossez, je suis incapable de vous la remettre en... Et c'est le cadet de mes soucis, la voiture. Mais ça, par contre, oui. Donc non, n'ayez pas... Chacun a ses passions, peut-être. Mais celui-là, c'est votre ami. Et il vous quitte pas. Ça vaut le coup de s'y intéresser. On hérite quand même de siècles où on nous a pas trop fait aimer nos corps et tout ce qui se passait et de toutes les pulsions et de tout ce qui ça véhiculait. La fameuse chair, oui. Oui, la fameuse. Il est temps de lui redonner toute sa noblesse, parce que c'est vrai que Annick de Sounel en parlait souvent, de cette chair qui se prononce Bassar et qui est si proche de Basser. L'information, elle est là pour nous informer. C'est incroyable. Et dans les lettres énergie, qui sont les lettres en hébreu, qui composent cette chair, c'est impressionnant. Tout est dit, tout est là. Le feu divin, le nom qu'on a à être, le iode qui est là, là vous faites allusion à la symbolique des lettres hébraïques, tout à fait, pratiquée par Annick de Souzenel. Annick de Souzenel. J'ai adoré ce livre parce que, en tant que médecin, je me suis dit mais tout est juste, et j'étais admirative parce que Annick était infirmière, mais elle n'était pas médecin. Mais elle avait un niveau de connaissance qui était précis et qui était juste. Alors, bien sûr, sur le versant de l'ontologie, ça, je ne suis pas spécialiste, mais le côté médical, elle avait tout juste. Elle avait commencé par être infirmière, effectivement. Oui, absolument. Et ce sont des domaines qui se renvoient la balle, mais pour nous aider à cheminer. À cheminer dans notre corps, sain ou dans la maladie, c'est pareil. Il y a des messages aussi à recevoir et c'est un chemin aussi. Et puis, évidemment, sur le plan spirituel et ontologique. Vous m'aviez dit, quand on préparait l'émission, et vous avez parlé tout à l'heure, en parlant du pancréas, de la chair, oui, on rentre dans la chair pour lui faire honneur. Oui, alors, pour lui faire honneur, oui, et pour l'accomplir. Parce qu'il y a à accomplir, il y a de l'inaccompli en nous. Et c'est ça le choix que nous avons fait de prendre chair. Parce que, comme beaucoup, je suis persuadée que c'est un choix. On a décidé, oui, on a dit oui à cette incarnation. Et je suis certaine que cet embryon... Oui. Ah oui. Et l'embryon le sait. L'embryon, il n'y a rien qui ressemble plus à une oreille qu'un embryon. Il écoute. Il écoute. Il est tout écoute. Il n'est que écoute. Il a même entendu. Il l'a entendu, il sait. J'ai vu ça, justement, je crois qu'elle l'a rapporté dans ce livre-là. Il me semble que c'était le docteur Tomatis qui disait que ce secret, il est déjà dans l'embryon et il est logé dans son labyrinthe. C'est amusant parce qu'il y a un petit côté secret, un petit côté ésotérique. Il faut aller le découvrir. Mais il y a ces choses-là qui sont pas seulement intuitives, mais qui sont... On se rend compte comme médecin qu'il y a trop de ressemblances, il y a trop de points communs pour que tout ça ne soit pas vrai. Entre cette analogie de l'embryon, du haricot, de l'oreille, et du pied. Voilà, exactement. Exactement. Et il y a trop de choses qui sont... c'est pas seulement de la poésie de dire que cet embryon entend. On sait très bien que quand l'enfant naît, il a déjà compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux généalogies, aux douleurs passées, etc., ce qui a été vécu pendant la grossesse, etc. On voit bien que l'enfant, le fœtus entend. Mais je pense qu'il entend beaucoup plus que ça. Il a cette mémoire du divin, mémoire cosmique peut-être, et puis on la perd, on doit retrouver ce un à partir de notre deux, de notre dualité. J'en suis persuadée. Ce chemin-là, il est magnifique, il est merveilleux. Déjà commencer par s'émerveiller.
Ah bah vous êtes toujours émerveillée. Ah hein. oui, je dis, ravi de la crèche. Et alors, dans vos émerveillements, Carole, vous dites ce qui m'attire le plus, c'est l'imagerie de la femme, et c'est tout ce qui concerne le début de la grossesse. Alors oui. Alors là, bien sûr, ça rejoint mon histoire personnelle qui, je crois que c'est très très ancien quand j'ai eu cette sensation d'avoir envie de porter un enfant, envie d'allaiter un enfant. Je crois que je devais avoir 7 ans, 8 ans. La première fois que j'ai vu une femme allaiter un enfant et je me suis dit, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Je crois que toutes mes poupées, ma mère s'en souvient sûrement et ça la fera sourire. Je leur collais les poupées Barbie, elles étaient toutes enceintes. Toutes mes poupées Barbie, je leur filais une boule de coton dans les robes. Elles étaient toutes enceintes. Et puis, donc, c'est vrai que ça, c'est le miracle du miracle pour moi. C'est le miracle du miracle. Ce cadeau de pouvoir se laisser traverser par la vie, donner la vie. Et même se dire, ça décide même pour moi. Hein, ça décide. C'est-à-dire ? On le voit, c'est quelque chose que, voilà, combien de femmes, et moi la première, quand j'ai eu mon 4e, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est bizarre. J'avais 40 ans, je me suis laissée traverser par cette grossesse qui est arrivée comme une surprise. Mais c'est magnifique, je n'y ai rien fait, elle est là, elle va prendre cher. Je ne perds pas cette façon de voir les choses, même quand de jeunes patientes arrivent, ou des patientes moins jeunes, et qui consultent avant un avortement. C'est pareil, c'est à nous on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est à nous de ressentir si il faut que ce soit dans le silence, si il faut en parler, si on peut tourner l'écran en montrant ce qui se passe ou pas. C'est important parce que je pense que ces tout petits instants-là qui sont des secondes, je me dis que la patiente en fera peut-être quelque chose qui va la nourrir et qui va peut-être lui permettre de passer au-dessus de la fracture. Parce que même si c'est banalisé, bien sûr, ça n'est pas banal, ça ne sera jamais banal. Mais de déculpabiliser tout en montrant cette beauté-là qui se reproduira à une autre grossesse plus tard quand elle sera désirée peut-être, ou simplement de dire, voilà, c'est là, ça ne restera pas, mais ce passage-là, vous en avez été le cocon. Et c'est quelque chose de merveilleux, même si on décide que non, c'est pas le bon moment dans sa vie. C'est très délicat, mais je pense qu'on peut essayer de faire rejoindre les extrêmes. Si c'est dans la douceur, je pense que la connaissance de ça, connaître, c'est aimer, de toute façon. Pour moi, il n'y a pas de... C'est le même verbe. Connaître, c'est aimer. Donc, si je connais ça, si je vois ça, ça ne veut pas dire que je vais en être fracturée à vie. De toute façon, ce sera une cicatrice dans ma vie de femme. C'est évident. Toutes les femmes vous le diront. Même celles qui font comme si c'était rien. C'est jamais rien. Ou alors, c'est peut-être rien au moment où elles le font et ça va faire un écho plus tard. Mais je pense que c'est important. Le fait de tourner l'écran vers cette femme qui se pose la question si elle va garder le fœtus ou pas, c'est un acte presque... Vous cherchez peut-être à convaincre, vous vous dites, tiens, est-ce que vous cherchez à préserver la vie ? Alors, peut-être pas dans toutes les circonstances. Je dois confesser avec humilité, parce que c'est probablement peut-être pas très médical, mais au début de ma pratique de radiologue, je me sentais comme l'avocate de ce petit bébé. Mais je n'ai jamais été au-delà de ce que je ressentais, parce qu'on ne sait jamais comment est arrivé. Ça peut être le fruit d'un viol, d'un inceste, on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire une leçon, et c'est certainement pas au médecin ni à quelconque humain à faire une leçon à une patiente qui va se débarrasser d'un bébé. Mais en tout cas, quand il y a une incertitude pour quelque chose qui n'est peut-être pas un si grand problème que ça, peut-être déménager, ou peut-être oui mais je devais devoir l'élever seule, etc. C'était des choses qui étaient terribles avant quand j'ai commencé à pratiquer. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Beaucoup de femmes font le choix d'avoir un enfant seule.
Ah quand j'ai commencé ma radio, c'était pas ça. Donc vous voyez, donc quand il y a une incertitude qui est légère et qui est oui, là je pose la question, est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez entendre? Les premiers battements cardiaques, c'est quand même quelque chose d'incroyable, incroyable. Vous disiez, hein, vous me disiez que C'est fabuleux. Le fait de voir dans ce petit haricot un cœur qui bat alors qu'on voit quasiment rien d'autre. On voit quasiment rien d'autre. Vous mettez de la couleur et vous voyez tout déjà à un coup cœur du rouge qui bat. Quelques Quelques cellules qui commencent déjà à mettre le rythme de cette vie. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, il faut faire attention de ne pas, bien sûr, se laisser dépasser par son propre émerveillement et de rebondir sur un drame de l'autre côté, sur le divan du patient. Ça, c'est toute la nuance. Mais c'est vrai que de femme à femme, c'est peut-être quelque chose qui s'installe avec un peu plus de facilité. Et surtout quand soi-même on a porté. Et surtout quand soi-même on peut dire, vous savez, moi le 4e est arrivé, c'était pas prévu. Et ça a tout chamboulé, toute ma vie. Et c'est mon grand bonheur aujourd'hui. Et il a 17 ans et je lui dis bonjour. On a parlé, Carole, de la grossesse, donc de la maternité aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure le cancer du sein. Et vous me disiez, quand on préparait l'émission, que en fait, le cancer du sein, ça dépasse, on parle de cancer, mais ça dépasse la cancérologie, ça concerne l'humanité entière. Oui. Pourquoi ? Absolument. Alors, d'abord parce que... Ça paraît mystérieux de dire ça comme ça. Oui. Alors, j'ai cherché ça parce que, en tant que femme, en tant que médecin, et puis pour voir des patientes, il y avait toujours une colère en moi. Elle est encore là. Quand je vois surtout des jeunes femmes. Quand les pleurs arrivent et que le diagnostic est là, aujourd'hui je les retiens pas, mes pleurs. Avant je les retenais, mais ça m'arrive encore de pleurer parce qu'il y a devant la patiente. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps. Ça doit la bouleverser encore plus. Elle l'a totalement bien reçu. Et surtout que après je les revois, puisque je les revois pour la biopsie, je les revois pour le résultat, je les revois pour les guider vers l'équipe qui assurera le traitement. Donc je sais que ça, on va pouvoir en reparler. C'est pas, voilà, on s'abandonne pas là. Mais ça concerne tout le monde parce que je me suis dit, il y a bien quelque chose qui nous est dit là. Et je pense que ces seins qui se superposent finalement à une région anatomique qui est très importante, qui est le niveau de l'être, puisqu'on est là dans le champ de cinabre thoracique pour les taoïstes, mais quand on prend l'arbre des séphirotes, on est dans la matrice de feu de l'être. Ces seins sont là, ils sont juste devant les poumons, ils sont sur cette zone-là. Dans le Tao, on dit que les seins sont une paire de luminaires. Il y a 5 yeux dans le corps taoïste. Il y a nos yeux à nous qui reçoivent le soleil, la lune. Il y a un 3e œil. Je suis certaine qu'il s'agit de l'épiphyse. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le soleil dans la tête. L'épiphyse, on pourra y revenir. C'est tout à fait étonnant, l'épiphyse. Parce que ça aussi, elle a quelque chose à nous dire. Et puis la lumière se rentre en nous, passe par cette fameuse tour qui est le cou, descend dans les champs de cinabre plus bas pour éclairer. Eh bien, il y a une seconde paire de luminaires. Pour renforcer cette lumière, ce sont les seins. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la lumière. Et plus tard, dans l'Ancien Testament, j'ai vu des phrases qui n'ont pas manqué de me surprendre. Quand Job dit il souffre énormément et il dit mon sein qui est l'esprit m'oppresse. Quoi ? Le sein, l'esprit m'oppresse. Il est comme une outre neuve prête à éclater. Je vous assure que sans rentrer dans les détails, un cancer du sein évolué, c'est comme une outre violette prête à éclater. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on enlève du sein, on enlève de la peau. On enlève la tunique de peau. Notre tunique de peau, c'est celle un peu de l'aveuglement. Donc il y a quelque chose qui veut nous dire regarde. Peut-être devons-nous sortir d'une
matrice d'eau, matrice féminine engluée vers quelque chose de beaucoup plus abouti. On rejoint cet arbre des séphirotes où les énergies les plus basses, les plus fondatrices, mais qui sont riches, doivent être incorporées et doivent donner leur message. Doivent aboutir, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pour cela, on a besoin des hommes, parce qu'on a besoin de se souvenir. On a besoin de faire nous aussi une œuvre mâle, comme disait Annick de Souzenel, de se souvenir de ça. Je crois que j'ai l'impression que ce cancer du sein, parce qu'il y en a quand même plus, même si on nous dit non, c'est parce que les méthodes de dépistage sont... Non, il y a quand même plus de cancer du sein qui touche des femmes très jeunes, qui touche maintenant des femmes beaucoup plus âgées. Certes, nous vieillissons, mais certaines femmes c'est de mieux en mieux soigné. C'est de mieux en mieux soigné, c'est vrai. Détecté et soigné. Tout à fait, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai entendu beaucoup de femmes me dire à la fin du dépistage, bon, d'accord, donc c'est pas pour cette fois. Avec le sourire, mais ce sera peut-être pour la prochaine, tellement. Donc, il y a quelque chose qui veut nous réveiller. En tout cas, moi, en tant que médecin, ça m'aide de penser ça. Et il n'y a pas une seule femme, à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait cette réceptivité-là, à qui j'ai pu dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et qui m'a dit oui. Oui, c'est ça. Juste avant, et vous avez parlé tout à l'heure, c'était magnifique ce que vous avez dit, Carole, sur la lumière, les seins luminaires. Oui. Vous me disiez aussi... et ça, tout le monde sera d'accord, c'est l'organe de la beauté. De la beauté. C'est ce qu'il y a de plus beau dans un corps humain. Oui. Et c'est ça qui est le plus attaqué. Oui. Il y a aussi là un mystère. Vous soulignez qu'il y a un mystère, là, que cette beauté est toute comme cette lumière. Oui, tout à fait. Mais cette féminité, elle est belle en chaque homme et femme. Elle est là dans chaque homme et femme. Là, elle est portée de manière évidemment éclatante, mais elle est là aussi attaquer cette féminité, ça veut dire si on reste dans notre matrice vraiment de féminine inaccomplie, c'est-à-dire de grandes forces non accomplies, c'est ça le féminin profond, hein, c'est la chair, c'est le... Les femmes sont plus atteintes, elles sont plus atteintes physiquement que les hommes, elles portent peut-être plus de traumatisme, et ça s'exprime par ce cancer du sein davantage. C'est ça que vous voulez un petit peu dire? Je ne pense pas. Je pense que si hommes et femmes se mettent autour de cette table-là, on se rendra compte que ça concerne tout le monde. Moi, je suis pourquoi ce cancer-là plus que les autres? C'était ça ma question, en fait. Dans sa symbolique. Je trouve que dans sa symbolique, il y a beaucoup de choses. Ça touche notre humanité première. Regardez, quand on dit donner naissance dans les écrits, c'est il est sorti du sein de sa mère. Mais bien sûr qu'on n'accouche pas par le sein. Et pourtant, ça fait partie d'un inconscient collectif de cette phrase-là, d'une mémoire. Le sein, c'est quelque chose qui est fondateur d'humanité par son côté beau, son côté rassurant, son côté nourricier, son côté princier. Mais nous sommes tous concernés dans ce... Mais c'est vrai que oui, c'est le corps de la femme qui est la cible. Pourquoi parliez-vous de colère tout à l'heure à ce moment-là? Peut-être parce que, oui, je trouve ça injuste. En tant que Donc femme. c'est en fait peut-être parce que la femme est plus atteinte. Oui, c'est ça. C'était ma question. C'est ça. C'est de dire, oui. Moi, je me souviens que la plus jeune de mes filles m'a dit le jour de ses premières règles, voilà, ça y est, je fais partie, je commence déjà sur la longue ligne des choses dures à porter. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors on a les règles, après on a l'accouchement, après on a la ménopause, après on a, voilà, puis l'allaitement ça doit faire mal, puis tu vois maman, finalement il y a que nous qui... Non, c'est pas ça. Moi oui, bien sûr il y a cette douleur, peut-être qu'on est capable de la porter, mais il y a ce cadeau-là. C'est vrai que si j'avais pu me retrouver aux portes de mon embryogénèse et rechoisir, décider, redécider, fille ou garçon, je rempile sur fille. Hein. Excusez-moi Guillaume, mais je rempile sur fille. Vous avez parfaitement raison. vous dites, Carole, aussi par rapport à ces femmes à qui vous annoncez le diagnostic, ça m'a beaucoup troublé. Vous dites, beaucoup réagissent en disant, en fait, je le savais. Ah oui, énormément.
Je le savais, c'était pas comme d'habitude, je savais. Et sans avoir de signes extérieurs, parce que la lésion, la plupart du temps, heureusement, et c'est ça le merveilleux du dépistage, c'est qu'on arrive à faire des diagnostics de toutes petites lésions qui font 4 mm, 5 mm. Alors évidemment, la patiente va en être guérie, c'est formidable. Mais, donc elle n'a aucun signe autre. Elle savait. Elle savait qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose. Ça rebondit soit sur un événement, soit elle sait qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie, et ça va changer. Et beaucoup de femmes ont fait table rase de quelque chose, ou un changement de quelque chose, à partir de ce cancer du sein. Et là, c'est vraiment le sein qui joue le rôle de luminaire. Il y a eu quelque chose qui s'est allumé. Oui. Parce que vous disiez justement, elles savaient et elles comprennent. Oui. Elles comprennent. Donc elles comprennent en fait pourquoi ça leur est arrivé ? Oui. Oui, il y a cette compréhension. Alors, pas toutes les femmes, c'est vrai. Hein. On est tous, on va dire, on n'est pas tous sensibilisés de la même façon sur notre propre chemin, celui qu'on voit pas, celui de notre noyau profond. Notre chemin, oui, physique, on sait où on en est, mais sur le plan spirituel, sur le plan profond, sur cet intérieur de nous qu'on a du mal à nommer, certaines personnes savent un peu, d'autres non, ou ne sont pas intéressées. Et à ce moment-là, en tant que médecin, on le sent, et on va pas commencer à parler de choses idiotes. Mais par contre, idiotes parce que elles seront reçues comme absurdes. Mais j'adore cet adjectif absurde, parce Pourquoi ? que finalement absurde. Pour moi, l'absurde, c'est justement de ne pas avoir cette lecture-là. Absurde, c'est vers la surdité. On ne peut pas être sourd. On ne peut pas être sourd à son corps. On ne peut pas être sourd, même sans avoir la connaissance médicale ou anatomique. On ne peut pas être sourd aux signaux que nous envoie notre corps. Mais ça, c'est une version c'est ce que je comprends aujourd'hui. Mais il faut aussi se dire qu'on a des oreilles différentes, on perçoit des longueurs d'onde différentes sur ce chemin de cette audition-là. Je reviens encore à cette colère dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que ça m'a vraiment marqué quand vous parlez de cette colère, et parce que vous me disiez quand on prépare l'émission, dans ce cancer, j'y vois un cri de tout ce que les femmes ont subi de toute l'histoire. Alors oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, j'essaie je me souviens et je le pense encore, j'essaie de le transformer déjà d'être plus dans la rédemption de cela. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois un signal d'éveil pour nous dire à tous, avançons comme nous sommes vraiment, c'est-à-dire reconnaissons ces princes et ces princesses que nous sommes sur le plan divin. Arrêtons nos querelles idiotes ou cessons de nous affairer sur des choses qui sont de ce monde et matériel. Réalisons ce sacré en nous. Ça, pour moi, c'est le message. Mais c'est vrai que parmi ces idioties et ces choses et ces erreurs et ce non accompli, on va dire, il y a la façon dont la femme n'a pas été, bien sûr, de tout temps mise à sa juste valeur. Et donc là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme a un rôle à jouer. Ah oui. Oui, bien sûr. Parce que nous sommes fortes, évidemment, hein, on peut aller dans la rue et dire oui, ceci, oui, cela. Mais moi, je sais qu'on ne peut le faire qu'avec vous, messieurs, parce que vous êtes là vous avez été aussi porté par une maman, vous êtes aussi le papa d'enfants, et ça, c'est quelque chose qui est... on est reine parce qu'on vous met une couronne sur la tête, et je pense que oui, l'homme est là pour mettre la couronne sur la tête des femmes, pour dire oui, je reconnais en toi, en vous, cette mère, ce rôle de fertile, fécondant, rassurant, nourricier, mais c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Est-ce qu'on peut dire, là je vais
Je vais avoir un peu d'audace là, si vous voulez bien, Carole, mais est-ce qu'on peut dire que ce fait que ce cancer du sein soit si important aujourd'hui, c'est pas le signal qu'après des siècles peut-être de patriarcat, que c'est maintenant, il faut s'occuper de la femme? C'est aussi cela. Oui, c'est aussi cela, oui. Oui, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça, même si j'essaie de plus en plus d'impliquer les hommes dans ce réveil. Et ils sont On a maltraité les femmes. Oui. Oui. On a maltraité les femmes, mais on continue soi-même à se maltraiter. Si on se maltraite soi-même en les maltraitant, c'est évident. Oui, bien sûr, mais toute femme et tout homme qui ne se voit pas comme finalement le terreau au sens féminin, le terreau de quelque chose à faire grandir en soi, se maltraite. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Et c'est en ça que le message, il est commun. Mais oui, bien sûr, si on regarde du côté de notre histoire à nous, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans vos très jolis étéos, des choses qui ont été très belles, dites par certains hommes, qui ont dit, mais finalement, la femme déjà née dans le monde de la résistance. J'avais été étonnée par cette... Oui, il y a de ça. Il y en a tellement, je ne me souviens pas forcément. Alors, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un invité qui habite dans le sud, je crois, et qui est venu juste après. Oui, vous m'aviez conseillé, quand on avait pris contact tous les deux, vous m'aviez dit il va y avoir un très beau CTO sur une personne qui a connu l'anorexie. Voilà. Et son ami qui a fait... Jean-Philippe de Tonac. Voilà, c'est ça. Et qui a décrit... Alors, oui, c'est vrai, il y a quelque chose de ça. Mais maintenant, il ne faut pas, surtout pas, rester dans soit la victime, soit la revendication. Là, on fait faux chemin. C'est simplement peut-être un petit pas de côté, une conscience de voir les choses simplement autrement. Et ça nous met en valeur, mais ça met en valeur les hommes aussi. On va en reparler, alors je peux vous le dire. On va en reparler bientôt avec Jean-Philippe, on va parler des hommes. On va plus parler des hommes, parce qu'il a aussi des très beaux développements. Alors, Carole, vous me disiez qu'il y a un mot que vous aimez beaucoup. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance des symboles, des mots, quand on a pensé à Annick de Souzenel et à sa façon de décortiquer l'hébreu. C'est le mot tomographie. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que là, il y a des portes merveilleuses qui s'ouvrent. Alors, il y a des portes merveilleuses. Je les dois à une de mes meilleures amies qui est professeure de français agrégé. Je la salue. Mon amie Evelyne, qui m'apprend des choses incroyables. Et ce qui est beau, c'est que elle m'apprend les choses par la porte elle est prof de français, de grec et de latin. Donc là, c'est la porte par ses connaissances hellénique, qui m'a dit, tu sais, Carole, c'est étonnant, tu es radiologue, mais tu sais que en grec, temno, c'est je coupe, et finalement, comme les voyelles sont... La tomographie, pardon, c'est se faire des découpes. Voilà. Donc, elle a fait le lien entre temno et tomo. Tomo, c'est je fais des coupes. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, quand tu me dis souvent que le corps est un temple sacré, eh bien, tu sais, les premiers temples, c'était des coupes dans l'espace. Alors, je lui dis, mais comment ça ? Eh bien oui, tu avais le prêtre, ou en tout cas la personne qui avait ce pouvoir divinatoire. Alors, va-t-on gagner telle guerre, etc. Donc, il s'installait dans un endroit dans la nature. Il décidait d'une coupe, par exemple, entre tel peuplier à droite et puis tel chêne à gauche. Voici la coupe, j'attends l'oiseau. Si l'oiseau vient de droite à gauche, sénestre, et on l'a toujours, le côté sénestre, on dit sénestre pour la gauche, ce sera sinistre, on va perdre la guerre. Si ça passe de gauche à droite, la droiture, on va gagner dextro, on va gagner la guerre. Et nous, on a gardé, c'est sans le savoir, une scoliose sinistro-convexe, elle incline vers la gauche, une dextro-convexe, elle incline vers la droite. Et ce temno, ce temple, voilà encore donc parfois on a l'impression qu'on arrive dans une profession totalement par hasard, où on essayait et puis finalement tout s'explique. Oui, c'est vrai, oui, cette coupe, c'est déjà le temple. C'est déjà le temple. Ce qui est beau, c'est justement que vous aviez dit que dans les premiers temples, ils n'étaient pas construits, on les prenait dans le paysage. On les prenait dans le paysage.
Dans la nature. Dans la nature. Et on retrouve Et encore... nous aussi, on est la nature. Et nous aussi, on est la nature, on est aussi le paysage. Et Dieu sait que le corps taoïste l'a bien représenté avec ses ruisseaux, ses ponts, ses fleuves, ses champs. C'est magnifique. Mais c'est beaucoup plus que de la poésie. C'est vraiment cela. Et je me suis souvent dit quand... alors évidemment, vous partez sur une vacation de scanner, vous allez voir je ne sais combien de scanners l'un après l'autre. Mais c'est après, quand je rentre chez moi et je me dis... il faudrait presque que je demande la permission finalement, parce que je rentre dans un temple, celui de mon patient. Alors bien sûr, j'y suis autorisée, je suis inscrite à l'ordre des médecins, j'ai le droit de faire ce diagnostic, mais sur le plan ontologique, je pourrais dire au patient, savez-vous que vous m'avez laissé entrer dans votre temple ? Alors, là, il faut faire attention de ne pas passer pour de la ravie de la crèche pour l'illuminer du village. Non, pas du tout. Moi, j'étais hier en forêt de Rambouillet, j'ai demandé la permission aux arbres de rentrer. Voilà. Alors, et c'est très important ce que vous venez de dire. Mais oui, absolument, absolument. Alors, aujourd'hui, c'est dommage, on n'a plus beaucoup de temps. Vous savez qu'on n'a même plus le temps de voir les patients, tellement le rythme est accéléré et freiné. Donc, la plupart du temps, quand tout va bien, on n'a pas le temps de voir les patients, on sait qu'ils vont se retourner vers le médecin traitant et qui va les rassurer. Quand il y a quelque chose, par contre, une annonce difficile, évidemment, on les laisse pas découvrir ça tout seul chez eux en pianotant sur Internet pour retrouver leurs résultats. C'est trop dramatique. Mais si on avait le temps de pouvoir expliquer ça, c'est important, c'est pas seulement de la poésie, c'est que tout à coup, le patient se sent... beaucoup plus qu'un numéro sur la vacation du médecin ou qu'un parmi d'autres. Tout à coup, il y a une considération, et cette considération, elle fait déjà partie du chemin de guérison. Elle fait déjà partie, parce que il y a quelque chose contre lequel j'essaie toujours de lutter, et notamment dans le cancer du sein, c'est quand je vois au travers des yeux de la femme, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup partie, mais tous les cancers, c'est aussi la même chose. Tout à coup, le patient se dit, j'ai été trahi. Mon corps m'a trahi. Mon corps m'a fait un vilain coup. Alors que j'ai rien fait de mal. Moi-même, je me trahis. Et là, il faut sortir de cela. Et quand on arrive à donner cette dimension-là de temple sacré, effectivement, il y a quelque chose, mais d'abord, vous allez aider votre corps à guérir, pas seulement nous les médecins qui allons vous aider, mais votre corps aussi. C'est déjà sur le chemin de la guérison, quand il y a cette considération tout à coup pour quelque chose de sacré. Et quand on se rend compte que, même sans utiliser le mot de Dieu, mais la souffrance, c'est une des portes vers le divin. Et le corps, il les a les trois, les portes. Pour moi, il y a trois portes pour entrer au divin. Il y a la beauté, il y a l'amour, et malheureusement, il y a la douleur et la souffrance. Le corps, il les a les trois. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps, je vous l'assure. L'amour, évidemment. L'éros, c'est fabuleux, qui donne en plus naissance à l'enfant. Et la douleur. Parce que cette tunique de peau, elle va être mitraillée toute la vie. Et même si ça se passe bien, il y a la vieillesse, qui est encore quelque chose de magnifique. On se rabougrit petit à petit, comme un germe, on devient de nouveaux germes. Ménopause, c'est joli aussi, c'est magnifique. Ménopause, on n'a pas dit que tout était fini, on a dit qu'il y avait une pause. Et pourquoi pause ? Pourquoi y a-t-il plus ce flux ? Parce qu'avant vous fertilisiez un utérus, maintenant vous allez vous fertiliser, vous. Ça, c'est autre chose. Ça, je pense que si on arrive à dire ces mots-là, les bouffées de chaleur sont peut-être plus faciles à admettre, à supporter. Alors, Carole, vous êtes toujours passionnée, vous avez quelques décennies de pratique, et vous avez toujours le même besoin de voir tout ça. Et vous me disiez aussi que vous êtes comme une gamine qui reçoit un nouveau jouet parce qu'il y a régulièrement des machines de plus en plus performantes. Oui. Et alors, vous trépignez de joie quand vous les voyez. Oh, absolument. C'est extraordinaire, et ça, c'est beau quand la technologie nous aide à ce niveau-là. On retrouve, on a l'impression qu'il y a un parchemin qui est là, il y a une vérité une, et puis nous mettons des lunettes pour voir cette vérité. Alors ma lunette échographie, ma lunette scanner, ma lunette IRM, mais toutes ces paires de lunettes-là qui sont de plus en plus performantes arrivent on a l'impression qu'on se rapproche encore un peu plus. En tout cas, moi, ça me donne cette impression-là du sacré des sacrés. C'est amusant parce que quand j'ai fait mes études de médecine
J'étais en 4e année, on a fait des dissections. Nous, sur la Pitié-Salpêtrière, on disséquait. Et je me souviens très bien, en soulevant ces tissus morts, tissu après tissu, heure après heure, j'avais cette sensation, mais complètement idiote, mais comme un fantasme. Je vais trouver une lumière. Je vais trouver quelque chose qui dit que on n'est pas que ça. C'est sûr, je vais trouver. Ça peut pas être que de la viande toute flétrie. Il y a forcément. Mais non, il n'y a pas eu. Mais c'est ailleurs maintenant. Mais du temps du vivant, oui, cette lumière, elle est là. Bien sûr qu'elle est là. On ne peut pas mettre le doigt dessus. Quoique, si on revient à l'épiphyse, on peut peut-être mettre un doigt dessus. Mais en tout cas, la lumière est à tous les étages. L'épiphyse, c'est le troisième œil ? Alors l'épiphyse, c'est le troisième œil. C'est ce qu'on a là, oui. théoriquement ? Oui. Et là, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est ce qu'on a là. Alors, on est en audio. Voilà. Au-dessus entre les deux yeux, mais au-dessus. C'est à l'intersection entre les deux sourcils et finalement le doigt qui passerait par la fontanelle. Vous faites une intersection, vous tombez à peu près sur l'épiphyse. L'épiphyse se calcifie. J'ai toujours été étonnée. Pourquoi est-elle calcifiée ? Mais même chez les enfants, maintenant que j'y fais attention, enfin ça fait des décennies que j'y fais attention, même chez les enfants, et on le voit volontiers au scanner, puisque l'IRM c'est plus difficile, mais le scanner on voit très bien du calcium, et on voit très bien que cette épiphyse est calcifiée. Pourquoi se calcifie-t-elle ? Se calcifie dans le corps quelque chose qui est pierreux, donc qui va pas nécessairement, soit il va faire un petit peu des dégâts, une colique néphrétique, un calcul biliaire, soit c'est pierreux, c'est inactif, un fibrome qui se calcifie, ça sert plus à rien. Mais c'est pas possible que l'épiphyse ne serve plus à rien. Alors, elle continue à travailler, mais cette sclérose calcique, il m'arrive de me demander si c'est pas une façon d'être... est-ce que notre humanité serait un peu aveuglée ou sclérosée d'un développement sur le plan de l'éveil qui tarderait. C'est ça qui m'étonne. Et puis, étonnant, cette épiphyse, elle est pratiquement assise sur les tubercules mammillaires. Étonnant, tubercules mammillaires. Nous avons, oui, des petits seins dans le cerveau. Et vous aussi, messieurs. Et ce qui est étonnant, c'est que ces tubercules mammillaires sont à la partie toute distale du système de la mémoire. Ils servent à quoi ? Ça fait partie. Alors, ils sont impliqués dans la mémoire. Ils sont vraiment... c'est le circuit de la mémoire. Donc, il y a quelque chose dont il faut se souvenir. Et l'épiphyse aussi, d'ailleurs. Hein. Les rares tumeurs de l'épiphyse donnent des troubles de la mémoire. Et on se rend compte que finalement, du point de vue de la signification, l'hypophyse est à la procréation, donc à la naissance du germe humain, ce que l'épiphyse est au développement du germe divin. C'est-à-dire que l'hypophyse va plutôt aller sur le champ de cinabre de l'eau, le triangle inférieur de l'eau, et l'épiphyse, celui du milieu, celui du feu, du cœur. Tout à fait étonnant. Mais le message est, pourquoi ça se calcifie ? Comment cela se calcifie ? Pourquoi ? Alors, j'étais très étonnée, mais je le dis avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour mon papa, c'est que il y a très longtemps, je lui avais fait un scanner, parce qu'il n'y avait pas encore d'IRM. Et nous étions en Alsace, et à ce moment-là, j'étais interne dans un service de neuroradiologie. Je lui avais fait un scanner, je pense qu'il devait avoir mal à la tête. Et puis, tout allait bien, Dieu merci. Eh ben, il n'avait pas d'épiphyse calcifiée. Et je lui dis, mais c'est pas possible, papa. Tout le monde a son épiphyse calcifiée. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport avec le yoga. Parce que lui faisait travailler depuis bien longtemps cette épiphyse qui finalement a la correspondance du chakra ajna, l'ajna chakra, l'avant-dernier chakra. Et il le travaillait beaucoup dans son yoga. Et il a plusieurs décennies de pratique. Donc, on voit comme le corps est à la fois le trésor et en même temps le chemin. Je trouve que le corps, j'ai l'impression que vous disiez comme une petite fille qui reçoit un jouet, mais nous tous, c'est comme si on recevait au Noël de notre vie ce cadeau-là. Vous avez une boîte à jouets, plein de petites parties, des organes, des petits morceaux qui sont des trésors. Chacun est un trésor. Mais vous avez le mode d'emploi et vous avez les outils, vos mains. À vous d'en faire bon usage. J'ai l'impression que le corps, c'est ça.
Et c'est dommage de pas le voir comme ça. Avec vous, on va l'apprendre mieux. Vous nous mettez sur la voie, car vous faites aussi ce paradoxe très saisissant du corps qui est à la fois tombeau et temple. Oui. Il peut être notre tombeau. Physiquement, oui. Physiquement, oui. Et dans la maladie, bien sûr, à moins de considérer qu'effectivement, ce qui m'arrive dans cette maladie-là, eh bien, ou dans cette vieillesse-là, ou cette évolution-là de mon corps qui s'abîme, eh bien, c'est peut-être un dénuement de sortir de mes peaux les unes après les autres, comme ce pauvre Job, encore une fois, pour arriver à des niveaux de conscience de plus en plus profonds, de plus en plus affinés, pour arriver finalement à l'amour. À l'amour, au vrai germe de ce qu'il y a dans moi, finalement, donner naissance à ce germe divin-là, femme comme homme. Oui, j'ai ce sentiment-là, oui. Ce qui est formidable en vous écoutant, Carole, c'est d'avoir tout ce regard sur ce qui est scientifique, médical, avec tant de poésie, et en même temps de poésie et de mystique, de sagesse. C'est le propre d'ailleurs de ce que vous me disiez, c'est la médecine chinoise, la médecine taoïste, elle est très poétique. Oui, c'est vrai, elle est très poétique et je regrette beaucoup que dans nos études, nous n'ayons pas un tout petit peu d'ouverture et que nous soyons si gênés. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 57 ans, je suis capable d'en parler comme ça de manière publique, mais même avant d'avoir pris cette décision-là, j'avais encore des retenues. Parce que vis-à-vis de mes pairs, vis-à-vis des instances bien pensantes. Oui, c'est quelque chose peut-être qui est... Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Je sais que quelques médecins avec qui j'ai discuté de ça fait écho. Et je pense que dans nos enseignements, nous devrions aussi en parler à nos jeunes internes, parce qu'ils sont intéressés par ça. Personne ne veut être uniquement un technicien du corps humain. Il y a toujours... Mais c'est vrai qu'on ne nous l'a pas enseigné. Alors on se dit, mais c'est peut-être pas permis, c'est peut-être un petit peu farfelu, un petit peu fumeux ce truc-là. Mais je crois qu'il faut donner la main à ce moment-là à des choses qui ne sont pas forcément médicales et reconnaître que on a aussi de l'enseignement. Moi, les patients m'enseignent autant que ce que je peux leur dire. Et quand je vois des rebonds comme ça qui sonnent justes, ça me conforte. Donc je pense des rebonds. Oui, quand j'explique certaines choses de cet ordre-là, qui dépassent un petit peu du cadre, on va dire, médical, et que les patients me disent « mais oui, c'est amusant ce que vous me dites, parce que effectivement, ça s'inscrit dans telle histoire, dans telle, etc. » Je vois bien qu'il y a des choses qui résonnent et qui sont justes. Et c'est juste ouvrir un peu, encore une fois, un peu plus grand nos oreilles. Mais c'est rigolo, parce que je me suis fait avoir aussi par le côté... on va dire, j'avais peur d'être à côté de la plaque. Quand j'ai passé ma thèse, j'avais fait une thèse sur les urgences qui touchaient le côlon. Alors finalement, moi, j'étais vraiment dans la matrice d'eau. Là, j'avais fait une thèse. Là, c'était voilà la genèse de mes études. On est dans la matrice d'eau, avec le côlon. Avec le côlon, on est dans la matrice d'eau, mais l'utérus aussi. L'utérus aussi, et même dans cette matrice-là, il y a encore des oreilles. C'est quoi la matrice d'eau ? Parce que l'utérus, il a ses pavillons. C'est quoi la matrice d'eau ? Alors la matrice d'eau, c'est dans l'arbre des séphirotes. Donc il y a 3 matrices, la matrice d'eau, la matrice de feu et la matrice de crâne. Donc la matrice d'eau, c'est vraiment les organes de la digestion, les organes, mais aussi de la reproduction. Et c'est aussi les reins qui en font partie. Donc l'appareil urogénital et l'appareil digestif. Digestif, tube. Parce que quand vous arrivez ensuite sur les organes de la digestion, on est déjà dans la matrice de feu, parce qu'on est dans la forge, et qui est chargée d'accomplir des énergies de ce que vous mangez en énergie de stockage, que ce soit que pour les 3 lignées d'ailleurs, glucides, lipides et protides. Et ça, c'est déjà quelque chose, on va dire, pas de plus noble, attention, mais de plus accompli, notamment le foie, c'est un organe de accompli. Le foie est très très important, que ce soit dans la mythologie, dans le corps taoïste aussi, la vésicule biliaire. Vésicule biliaire, mais nous, elle est considérée comme si vous l'avez pu, c'est pas important. Mais le corps taoïste, la vésicule biliaire, elle est
à cet étage-là, ce que l'utérus est à l'étage des os, c'est-à-dire une matrice. L'utérus, c'est matrice du germe humain, et la vésicule biliaire, il y a le iode, il y a un germe divin à l'intérieur, c'est incroyable. Mais en tout cas, 3 matrices. Oui, c'est vrai, je suis intarissable. Non, c'est passionnant, pas du tout 3 matrices. Non, mais j'allais faire une parenthèse. Je faisais une parenthèse avec mes bras parce que vous m'avez fait penser en parlant du foie. Vous avez parlé d'Annick de Souzenel. Oui. Elle m'avait dit, on était au moment du Covid, que c'était la crise de foie, mais du foie, pas de la foi, absolument. Mais j'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire là. Absolument. Absolument. Ah oui, alors à la fois la crise de foie, parce que c'est vrai que ça nous a ébranlé sur le côté ontologique, et elle l'a très bien développé. Et foie-organe aussi, parce que c'est vraiment, c'est l'organe divin, hein. C'est vraiment, c'est le développement du iode. Regardez dans la mythologie, ce Prométhée là qui se faisait dévorer son foie, et pendant la nuit, alors là, du coup, il descend dans ses profondeurs, et pendant la nuit, il se régénère au petit matin. Il a fait son mariage divin à l'intérieur de son foie. Il a régénéré son foie. Le foie est déjà, du point de vue, et ça c'est la vérité, c'est un organe qui se régénère à une vitesse incroyable. Pourquoi le lien entre le Covid et le foie ? Alors, le Covid et le foie, virus foie, c'est vrai qu'il y a eu des hépatites, au Covid. Il y a toutes sortes d'hépatites à toutes sortes de virus, mais les virus aiment particulièrement le foie. C'est quand même c'est un grenier, hein. Je ne comprenais pas toujours tout ce que Annick disait, hein, mais vous me rassurez. Oui, parce que pour elle... Vous êtes très explicite. C'était tellement sa respiration, je crois, parce que moi, je suis novice là-dedans, mais elle nous manque, Annick, bien sûr. Oui, oh là là, oui, j'aurais tellement aimé On a parlé justement d'Annick de Souzenel. Vous avez parlé taoïsme, vous avez parlé Carole Séphirot, des chakras. On est dans l'Occident chrétien ou post-chrétien, mais il y a des liens, tout ça. Pour vous, c'est très important, tout ça. Il y a des liens, et même, vous savez, les liens, comme je vous disais au début de notre conversation, avec simplement les contes, les mythes, les légendes. Et Jung disait il était de la plus grande importance de rétablir son aujourd'hui à lui, mais quand il a dit ça, il n'y avait pas de temps. Aujourd'hui, le rôle des contes, des légendes, des rituels, je dirais même de nos écrits, de la Kabbale, de la Bible, de la Torah, de tout ce que vous voulez, qui est une mémoire de tous les temps, leur véritable place, c'est-à-dire nous enseigner, aller vers la connaissance, parce que c'est comme ça qu'on avance vers soi, vers nous-mêmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on devrait, s'il y avait quelque chose à enseigner à nos enfants, c'est peut-être les contes, les comptines, les rituels du monde entier, les croyances cherokee ou chamaniques, j'en sais rien, parce qu'elles partagent toutes les mêmes choses, à savoir, Dieu n'est pas dans un ailleurs très haut placé, il est d'abord très très profond. Il est d'abord très très profond, justement dans ses matrices. Et vous le maturez, et vous remontez, et vous le maturez, et vous le remontez, et puis finalement, pour arriver au iode. Mais ça, on ne sait pas. Et le sens de ma question, justement, en parlant du christianisme, c'est que on n'est pas dans une... Parce que certains auditeurs vont se dire, moi, je suis un peu perdu, j'ai pas toutes ces notions, moi, je tiens à mes racines chrétiennes, mais vous n'êtes pas du tout en train de les nier. Ah non. Et vous qui aimez le mot accomplissement, j'ai plutôt le sentiment qu'on va dans le sens d'un accomplissement d'un vrai christianisme. Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que, et là, merci à beaucoup de femmes qui ont fait table rase de certaines choses qu'on ne peut pas entendre dans la Bible, et ça, elles l'ont expliqué beaucoup mieux que moi. Et par exemple ? À commencer par Ève, qui était sortie de la côte d'Adam. Moi, j'en rigole aujourd'hui, mais il fallait quand même qu'Annick... Elle parlait de la côtelette, elle. Mais oui, la côtelette, voilà, la fameuse côtelette. Alors qu'il s'agit vraiment du féminin, justement. Du féminin, quand même... Alors ça, c'est vraiment dans la Genèse que Dieu scelle la chair dans les profondeurs. Dans les profondeurs, c'est-à-dire dans la matrice d'eau, dans cette matrice féminine. Mais féminine en chacun de nous. Mais là, ça remet la femme à un niveau, mais incroyable. Ça la découvre. Ça lui enlève tous les voiles qu'on peut lui mettre sur la tête. C'est formidable. Donc, au contraire, je crois que
si on fait fi des mauvaises traductions, et ça, de plus en plus, tous les spécialistes de ces écrits-là avancent et retraduisent et essaient et puis actualisent aussi, parce il faut actualiser. On est tous en évolution, et ça ne veut pas dire qu'on renie le passé. C'est simplement, tout est en évolution, tout est en mouvement. Et ce mouvement-là fait partie justement du message divin. Le mouvement, c'est très important. Du message christique. Du message christique. Ah oui, le mouvement, c'est le chiffre 3, c'est la Trinité. C'est incroyable, c'est le trident. C'est l'Esprit Saint. Carole, pour la petite histoire, c'est une première, et je vais rester très modeste, mais je peux pas cacher ma joie et même un peu ma fierté, parce que si nous nous rencontrons, c'est parce qu'au début, en fait, vous écoutiez Zétéo. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Et c'est aussi grandement... J'adore. Vraiment, il est parfait, ce podcast. Grâce à notre grande amie commune. Oui, Georgina Tonnelier, oui. Georgina, la Merci, femme de l'Évangile, Georgina. c'est l'épisode 235 et on la salue et vous étiez allé la rencontrer. Vous aviez rencontré ses amis à Gerveur, le fameux Gerveur dans le Père Presqu'île de Crozon. Alors c'était très amusant parce que j'ai écouté ce Zétéo et puis je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai découvert mon maître, puisque mon père m'a dit qu'en yoga, il y avait des maîtres, que c'était bien d'avoir des maîtres. Annick de Souzenel disait que c'est bien de connaître quelqu'un qui est bien pensant, qui peut vous vérifier. J'ai trouvé quelqu'un, elle va m'apprendre l'oraison, etc. Et finalement, dans nos premières conversations, elle disait « oui, Dieu, mais pas de maître ». Donc déjà, ça, c'est bien, Georgina. Ça répondait à ma question, c'est pas ni Dieu ni maître, c'est « oui, Dieu, mais pas de maître ». Et puis, effectivement, on a parlé de l'oraison. Et en échangeant, elle m'a dit, Carole, ça, il faut le dire. Et je crois que c'est elle qui m'a, mis le pied à l'étrier. Qui vous a encouragé. Qui m'a encouragée. J'aurais pas osé. Je serais restée dans la réserve du médecin qui veut peut-être pas choquer. Qui préfère penser ça pour elle, mais je trouve que c'est dommage. Non, puis c'est dommage. Ça vous rend heureuse, visiblement, ça me rend de heureuse. Pouvoir témoigner. Oui, parce que... Et je sens que c'est que le début. Il va y avoir un livre, là, forcément. Alors oui, là maintenant, je pense que oui, parce que... C'était pas décidé, quand on s'était parlé la dernière fois. Non, c'était pas du tout décidé, parce que il y avait des petites choses qui s'organisaient, mais à vouloir plus de concision, je me suis rendu compte que... En bonne élève studieuse, j'ai voulu faire des plans qui résument, et à défaut de plans, j'ai écrit des pages. Donc je voyais qu'il y avait trop de choses à dire. J'espère un livre. Et vous avez commencé à l'écrire ? Oui. Les notes sont là, oui. Les notes sont là. On en reparlera alors. J'espère. Avec joie. Quelque chose qu'on ne s'est pas dit encore, Carole, avant de se quitter ? Sur cette merveille du corps, ce temple sacré. Je crois que oui. Je crois que c'est simplement si peut-être chacun on pouvait se dire, ne serait-ce qu'en se réveillant le matin, cet émerveillement de qui je suis, en touchant le bout de ses doigts, sa peau, comme on dit, il n'y a rien de plus profond que la peau, mais en même temps c'est la superficie, dessous c'est encore magnifique, mais cet émerveillement, c'est déjà... Bon, je crois qu'on est déjà sur un chemin de s'émerveiller. Il suffit de s'émerveiller. Voilà, mais je me réjouis en tout cas. Merci Carole infiniment pour Merci Guillaume. Ce passage de flambeau, de flamme. C'est une flamme que vous transmettez. On va tous mettre à aimer follement nos corps. Parfait. N'est-ce pas ? Excellent. Voilà, bien à bientôt alors Carole. À bientôt Guillaume. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs. On salue Georgina bien sûr et tous ses amis et Gerveur. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.